Alors, bonjour à tous. Rachel nous a présenté ce qui vous permet de savoir de quelle place nous parlons quand nous parlons des liens entre science, culture et croyance, c'est-à-dire nous parlons du point de vue de la didactique, puisque nous sommes toutes les deux des didacticiennes des sciences. Et juste pour préciser, le champ de la didactique ou les didactiques des sciences, c'est une science qui s'inscrit dans le champ des sciences de l'éducation. Donc là, nous partageons un objectif commun qui est celui de l'éducation scientifique et technologique des jeunes et des moins jeunes, et qui s'intéresse entre autres, Rachel l'a dit en nous présentant, aux situations d'enseignement-apprentissage des objets scientifiques. Donc nos études et nos recherches s'inscrivent dans le domaine de l'éducation formelle, c'est-à-dire l'école, et cette didactique, finalement, essaie de faire le lien entre dispositifs d'enseignement et l'acquisition des connaissances par les élèves, qu'ils soient élèves de l'école primaire, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 10-11 ans, ou de collège, entre 11 et 14-15 ans, ou lycée. Voici nos champs, je dirais, d'exploration. Donc, je suis maître de conférence et dans le cadre de mes travaux de recherche, là, Rachel l'a précisé aussi, j'étudie, pour être un petit peu plus précise sur la présentation, la question du rapport au savoir scientifique. Alors, quand je dis rapport au savoir scientifique, je précise là le cadre théorique dans lequel je travaille, c'est-à-dire une approche finalement anthropologique du didactique et du savoir. Et je porte mes recherches à la fois sur les enseignants de l'école primaire, alors je dirais de la fin de l'école primaire, c'est-à-dire 8-11 ans, ce qu'on appelle dans notre jargon éducation nationale le cycle 3, pour ceux qui sont familiers avec ce vocabulaire-là. Et je me suis intéressée également à ces élèves, donc les enseignants d'une part, les élèves d'autre part, afin d'essayer de définir, de révéler le rapport au savoir de ces enseignants et de ces élèves à propos de l'évolution du vivant. Vaste question. Alors, pourquoi ce thème Je pense qu'après tout ce qui a été dit ce matin, nous partageons un intérêt pour ces questions que l'on va dire polémiques, controversées, vives, socialement vives. Mais je me suis d'abord placée du point de vue de la biologiste que je suis à l'origine, puisque c'est ma formation initiale. Nous ne nierons pas l'importance de la théorie de l'évolution dans la biologie moderne aujourd'hui, et ce depuis bientôt 2 siècles. Donc le socle de cette théorie-là est partagé au sein, je parle bien de la communauté des scientifiques. Après ce matin, nous avons évoqué dès qu'on sort de cette communauté, le discours n'est pas toujours semblable. Mais malgré ce consensus, nous l'avons dit à multiples reprises, les polémiques quant à sa légitimité ne manquent pas, et ce, à travers le monde. Alors, pour aussi convoquer un cadre théorique dans lequel les chercheurs en éducation peuvent s'inscrire, cette question de l'évolution des êtres vivants, comme d'autres, constitue ce que l'on appelle une question socialement vive. Et elle est vive dans le sens où, premièrement, même s'il y a consensus sur le socle de la théorie de l'évolution, un nombre de discussions existent encore au sein de la communauté scientifique, notamment sur les mécanismes qui sous-tendent cette théorie de l'évolution. Et ça, je crois que c'est important de le savoir. Dans le sens également où, nous l'avons dit également ce matin, c'est un sujet qui est très présent dans les médias, et ce, présent depuis la fin du 19e, mais pas dans les médias, parce que les médias n'existaient pas comme elles existent aujourd'hui, mais depuis une vingtaine d'années, on a senti une montée en puissance de la présence de ces sujets dans les médias, comme en témoigne le dernier hors-série de Sciences et Avenir, qui a été piloté par Rachel. Et puis, le troisième élément qui nous permet de dire qu'il s'agit d'une question socialement vive, c'est que c'est un sujet qui est enseigné à l'école, malgré les controverses dans la communauté scientifique, malgré le non-consensus au sein de notre société. C'est un objet d'enseignement, ce qui rend évidemment délicat, et il y a eu de nombreuses publications à cet effet, délicat cet enseignement selon le niveau scolaire auquel on se situe.
Des enquêtes nationales, mais surtout internationales, et des recherches, plus que des enquêtes, ont effectivement montré que les croyances des élèves, voire des enseignants, peuvent impacter la manière dont ces mêmes élèves considèrent l'évolution. Et il ne faut pas faire d'amalgame entre la connaissance qu'un élève peut avoir de l'évolution et l'acceptation par cet élève de l'évolution. Il peut y avoir connaissance, mais pas a fortiori acceptation, et je crois que c'est important. Et on a, alors chez des élèves qui sont un petit peu plus grands, je parle maintenant d'élèves de lycée, mais de collège aussi, où finalement ils peuvent avoir le discours attendu de l'institution, être capable de dire bien comme il faut ce que l'enseignant attend, mais pas pour autant accepter ce fait d'évolution. Alors, là, finalement, après la première question, pourquoi ce thème? La deuxième question, c'est pourquoi enseigner l'évolution? Alors, je ne m'étendrai pas, puisque ce matin aussi, cela a été dit à plusieurs reprises. Le contexte actuel de notre pays, mais pas que de notre pays, au sein de la société internationale, nous incite à nous pencher sur cette question-là et à l'inscrire de façon pérenne dans les programmes. Alors, si c'est la biologiste qui vous parle, elle vous dira qu'il s'agit effectivement d'un sujet primordial pour comprendre le fonctionnement du monde vivant, le fonctionnement de la planète, pour inscrire notre avenir dans un développement durable. Il s'agit également de lutter contre un certain nombre d'idées reçues inscrites dans la mémoire collective et qui sont tenaces. Une de ces formules a été citée ce matin, c'est-à-dire l'homme descend du singe. Donc on a aussi, malgré tout le travail que l'on mène depuis des années, cette phrase ressort et cette idée reçue ressort de façon récurrente à notre grande dame. Et puis, bien évidemment, pour lutter contre les idéologies. Alors, c'est également inscrit de façon très officielle dans nos programmes d'enseignement, et ce, depuis juillet 2013, par la parution de la loi pour une refondation de l'école de la République. Et ce, au travers de ce que l'on appelle un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, que vous avez peut-être eu l'occasion de consulter, et qui permet aux enseignants, donc a été fixé par une loi, et qui permet d'identifier connaissances et compétences indispensables à tout futur citoyen au terme de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire 16 ans dans notre pays. Je crois que ce qui est important de souligner quand on s'intéresse à ce socle, c'est de voir que dès son introduction, ce socle définit très clairement le rôle de l'école dans la formation au jugement. Alors là, je cite ce socle commun et son introduction, au jugement et à l'esprit critique à partir d'éléments ordonnés de connaissances rationnelles du monde. Un petit peu plus loin dans ce même texte, on trouve l'importance d'une approche rationnelle qui privilégie, et là ça fait résonance avec des éléments qui ont été cités ce matin, qui privilégie les faits et les hypothèses vérifiables en distinguant ce qui est du domaine des opinions et des croyances. Voici le texte que les enseignants ont entre les mains et que l'on pourrait avoir également au niveau des médiateurs, puisque les enjeux, je pense, sont tout à fait partagés. Alors, concernant la recherche que nous menons et les résultats que nous avons obtenus, nous appuyons sur un certain nombre de difficultés qui ont été identifiées. Et ces difficultés pour enseigner l'évolution du vivant à des élèves est de plusieurs natures. Alors, ce matin, ça n'a pas été dit, mais je crois que c'est important de l'avoir en tête, c'est qu'une des difficultés est linguistique, sémantique. C'est-à-dire que le mot évolution est un mot à multiples facettes. C'est un mot du langage courant. Et les recherches montrent qu'effectivement, pour les élèves de l'école primaire et pour les élèves de collège, ce mot évolution est très associé au mot progrès, puisque dans le langage courant, c'est l'attribution qu'on lui donne, c'est le lien que l'on fait entre évolution et progrès. Alors que dans l'évolution pour un scientifique, le progrès n'est pas inhérent à la notion d'évolution. Deuxième difficulté qui est propre au concept lui-même, c'est-à-dire que comprendre et appréhender la théorie de l'évolution et l'évolution du vivant sous-entend avoir appréhendé également la notion de temps long, de temps géologique, ce qui est loin d'être évident
pour des élèves, alors de l'école primaire, ce sont ceux sur lesquels j'ai travaillé, même pour des adultes qui n'ont pas fait des études de sciences et de géologie un petit peu poussées. Je dirais que les historiens sont en mesure d'avoir une idée de la notion de temps long, puisqu'ils travaillent sur le temps historique, mais pour des personnes qui n'ont pas travaillé, la construction de ce concept nécessite un travail plus approfondi. Autre difficulté directement liée au savoir évolution, c'est l'invisibilité des phénomènes. C'est-à-dire que nous parlons de phénomènes que nous ne pouvons que rarement montrer. La science de l'évolution est une science historique, très rarement une science expérimentale. D'où aussi cette difficulté pour démontrer que ce que l'on dit là s'appuie sur des archives, mais que ces archives sont relativement intimes et ne sont pas accessibles à tout le monde. Donc une difficulté pour mettre la science à portée de main. Et puis, et ça c'est Guillaume Lecointre qui nous écrit ça, c'est que finalement ce raisonnement darwinien sur lequel nous nous appuyons, nous sommes allés avec Magali hier visiter Darwin l'original, c'est un raisonnement qui est complètement contre-intuitif. Il est tellement plus simple, et Magali reviendra, de comprendre qu'à force de tirer sur son cou, la girafe a allongé son cou, que de se dire qu'un jour c'est un girafon qui est né avec un long cou. Enfin bon, voilà. Donc il y a aussi une difficulté intrinsèque, des difficultés intrinsèques au concept qui ne nous rendent pas la tâche facile. Alors, je vais revenir un instant sur les difficultés contextuelles. Effectivement, l'évolution des sociétés a généré un certain nombre de tensions qui ressurgissent, et cela a été dit ce matin dans les situations de médiation, mais qui ressurgissent bien évidemment lors de situations d'enseignement-apprentissage sur l'évolution. Et on note effectivement une cristallisation de surcroît quand l'on parle de l'évolution de l'homme. Alors là, non, il n'est plus question de toucher à l'homme quand on parle d'évolution. L'évolution des animaux passe encore, des plantes, alors là, il n'y a pas de souci, mais l'évolution de l'homme, c'est là où ça commence à poser de sérieux problèmes pour les enseignants. Et cela, faute d'une lecture correcte des idées proposées par Darwin, mais on le sait tous, et on s'est un petit peu penché sur la réception des idées à l'époque victorienne, qu'il a eu de grandes difficultés et qu'il a tellement hésité à publier son célèbre livre. Alors, autre chose aussi, alors là, peut-être que je ne devrais pas le dire ici, mais je vais le dire quand même, c'est que peut-être qu'une des difficultés, Rachel m'a dit oui, une des difficultés, nous semble-t-il, c'est la façon dont les idées de science sont présentées, et je crois que ça a été souligné aussi, et que même moi, en tant qu'enseignante auprès de mes étudiants de master, il m'arrive parfois d'avoir une présentation qui est très dogmatique de la science. Donc finalement, je n'ai rien à envier à la Bible ou au Coran quand je dis que la science, c'est comme ça, et que je présente cette vérité scientifique. Donc je crois qu'on a une vraie interrogation à avoir nous-mêmes en tant que passeurs de science, médiateurs de science, quelle que soit notre position. Et finalement, cette présentation dogmatique, elle se fait au détriment des démarches qui ont construit à la production de ces connaissances, de ces savoirs scientifiques. Alors, pour maintenant passer des difficultés que l'on a identifiées aux réels obstacles à l'apprentissage de l'évolution, alors je parle d'obstacles à la fois au sens de Gaston Bachelard, mais vous verrez que je m'en écarte un petit peu. Nous avons souligné le temps de l'évolution, effectivement, cette nécessité pour les élèves, quel que soit leur âge, d'appréhender un tant soit peu cette idée qu'il faut du temps, mais du temps long, c'est-à-dire du temps en millions et en centaines de millions d'années pour que cela se passe, mais c'est fort complexe selon l'âge des enfants, et même pour des lycéens, ce n'est pas simple du tout. Autre point aussi qu'on a souligné et que je traduirai là maintenant, le problème, l'obstacle de la dualité homme-animal. C'est-à-dire qu'effectivement, les élèves ont beaucoup de mal à considérer que l'homme est un animal. Enfin, je veux dire, là, ça heurte une sphère personnelle, ça heurte un savoir, un rapport au savoir très particulier selon le monde et selon l'institution à laquelle on appartient. J'ai souligné l'obstacle de la polysémie des mots, j'ai parlé d'évolution, mais j'aurais pu ajouter à évolution le mot théorie. Effectivement, pour les scientifiques, le mot théorie est un mot suprême. Maintenant, dans le langage courant, en disant « Oh, mais ce n'est qu'une théorie », ça n'est pas du tout la même chose. Et quand on utilise, nous, le mot théorie en tant que scientifique, médiateur ou enseignant, on lui accorde une valeur quasi inestimable.
Dans le langage courant, vous êtes bien conscient que ce n'est pas la même chose. Et je peux y ajouter hypothèse, et Magali vous parlera tout à l'heure de hasard, puisque c'est son travail. Et cette polysémie trouble le message scientifique que l'on veut faire passer. Et concernant un des obstacles aussi, mais je ne vais pas m'étendre, c'est effectivement pour les élèves et pour les enseignants, l'influence d'institutions extrascolaires, qu'elles soient familiales, qu'elles soient religieuses. Et là, je partage pleinement le principe de Noma qui a été énoncé par Stephen Gould en 2000, mais qui a été aussi évoqué dans les discussions de ce matin. C'est-à-dire, Gould préconisait la non-superposition des magistères entre science et religion il ne s'agit pas de nier ni l'un ni l'autre, mais d'éviter qu'ils se rencontrent, j'oserais dire. Concernant le rapport au savoir des enseignants, on l'a dit, l'étude que j'ai réalisée montre qu'en France, nos enseignants, finalement, sont profondément attachés au principe laïque de notre République et de notre école, et que même si leurs connaissances en sciences, notamment pour des enseignants de l'école primaire, leurs connaissances ne sont pas très développées, ils développent un rapport que l'on a qualifié de confiance avec la science, c'est-à-dire qu'ils font confiance aux savants qui ont énoncé cette science-là, et c'est à ce titre-là, finalement, que leur rapport à l'évolution du vivant est tout à fait positif. Et finalement, les enjeux de l'éducation scientifique que nous partageons, mais la question peut-être que l'on est à même de se poser, et je finirai par là avant de passer la parole à Magali, c'est s'agit-il pour nous en tant que passeurs, médiateurs, s'agit-il de transmettre des savoirs ou plutôt de développer des compétences afin de développer chez nos élèves une éducation, une culture scientifique et technologique. Je crois qu'on est en droit de se poser cette question-là. Et je dirais que la nouvelle loi pour la refondation de l'école de la République engage aujourd'hui, dès la rentrée prochaine, les enseignants sur le chemin des compétences afin de les développer chez leurs élèves. Pour poursuivre la présentation de Corinne et continuer la réflexion qu'elle a engagée, je voudrais me pencher avec vous plus particulièrement sur mon objet de recherche qui se trouve à l'interface entre le monde des croyances et celui des sciences. Cette étude en cours porte sur l'importance du hasard dans l'enseignement de l'évolution des espèces. Alors cette présentation se propose à la fois de donner un éclairage sur l'une des difficultés conceptuelles identifiées par la didactique, à savoir le hasard, et pourquoi pas participer à la construction du manuel d'autodéfense de Rachel, mais également de montrer à travers cet exemple comment se construisent les connaissances en didactique des sciences dans le cadre de la recherche universitaire. Alors, pourquoi s'intéresser plus particulièrement au hasard pour enseigner l'évolution du vivant? Tout d'abord, quelques précisions sur ce mot hasard. C'est une notion complexe qui renvoie à différents sens qui interviennent à différents niveaux dans l'évolution des espèces. On a les sens comme aléatoire, contingence, etc. Et la contingence, par exemple, est convoquée pour comprendre la sélection naturelle, un des mécanismes explicatifs fondamentaux de l'évolution énoncés par Darwin. On entend par contingence la rencontre de deux séries d'événements indépendants aléatoires. Le point de départ de cette recherche s'appuie sur les résultats d'une enquête que nous avons menée auprès de collégiens de niveaux de classes différents sur Marseille. Il en ressort des résultats encourageants dans notre enquête de 240 à peu près collégiens, comme le fait qu'en fin de scolarité obligatoire, aucun des élèves interrogés ne se rapproche d'une pensée que l'on pourrait qualifier d'anti-évolutionniste. Mais l'élément qui nous interpelle est que seulement 17% de ces collégiens qui seraient susceptibles de quitter complètement l'école ont une vision évolutionniste qui, au sens de Darwin Durkheim, acceptable. Seulement 17%. En effet, près de 80% des élèves interrogés en classe de 3e ont encore, après leurs 4 années de scolarité, passées au collège,
un mode de pensée que l'on pourrait qualifier de lamarckien, et ça, en 2016, pour un biologiste, c'est difficilement acceptable. Alors, l'analyse plus fine de ces résultats, de cette enquête, montre que ces élèves qualifiés de lamarckiens pensent que les espèces se sont transformées, métamorphosées petit à petit, pour devenir en quelque sorte des super espèces, toujours plus perfectionnées les unes que les autres, et ce, sans que cela se passe par hasard. Par exemple, pour reprendre l'exemple historique que Corinne a énoncé, ils disent que l'ancêtre de la girafe s'est transformé en girafe actuelle en allongeant son cou petit à petit pour attraper sa nourriture. Alors qu'au sens de Darwin, ce sont les ancêtres qui avaient les coups les plus longs qui ont eu plus de possibilités pour se reproduire. Ils étaient plus aptes que les courts coups à s'alimenter, donc ils étaient plus forts et ils pouvaient se reproduire plus facilement et donner une descendance avec des coups proportionnellement plus grands. Les élèves sont d'autant plus convaincus par cette idée de transformation lorsqu'ils sont interrogés sur l'espèce humaine. Bref, ils ont une tendance à avoir une vision anthropocentrée et n'admettent pas que le hasard puisse avoir un quelconque rôle dans l'explication du monde du vivant. Et en occultant ainsi un des éléments majeurs de la sélection naturelle, ces élèves pourraient confondre théorie et dogme et ainsi avoir un déficit pour leur réflexion personnelle sur ce sujet. Et cela aurait pourquoi pas comme conséquence de les faire glisser vers une certaine forme d'obscurantisme. En effet, pour quelle raison ne croiraient-ils plus à un dogme qu'à un autre s'ils n'admettent qu'aucune explication scientifique à la théorie de l'évolution ? Voilà l'enjeu de ce travail. Nous émettons donc comme hypothèse qu'insister davantage dans l'enseignement de l'évolution des espèces sur le rôle du hasard pourrait permettre à une partie de ces 80% d'élèves dits lamarckiens de basculer vers une pensée plus évolutionniste. Et ainsi, éviter qu'ils ne se situent dans le « je crois » ou « je ne crois pas en l'évolution », un peu comme la lycéenne citée dans le témoignage de François Godel ce matin, et plutôt qu'ils acceptent comme un véritable fait scientifique. De par la nature complexe du mot hasard, nous avons en premier lieu pensé que ces élèves étaient trop jeunes pour aborder cette notion. Alors, afin de lever ce doute qui aurait pu mettre en péril la suite de notre recherche, nous avons décidé d'entendre les élèves sur ce qu'ils pensaient du mot hasard. Alors là, un simple questionnaire ne pouvait suffire pour relever toutes ces idées. Donc nous avons choisi d'élaborer des sortes de discussions à visée philosophique avec des classes de jeunes élèves en CM2, donc avant l'entrée au collège, et en 5e. À notre grande surprise, l'ensemble des différents sens donnés au mot hasard a été envisagé par la plupart des élèves qui participaient à l'étude. Nous avons ainsi recensé les différents sens que nous retrouvons dans la littérature de la philosophie des sciences chez des auteurs comme Jean Gaillon ou Francesca Merlin, qu'on retrouve justement à cette exposition de Darwin. Le hasard peut être la conséquence du destin ou de la chance. Voici un sens qu'on peut retrouver. Le hasard, ça peut être simplement du destin ou de la chance selon les élèves. Le hasard peut également être défini comme étant un mot inventé par les scientifiques pour pallier à leur ignorance à un instant donné. À ce moment-là, le hasard n'existe pas vraiment, puisque tout est potentiellement explicable. Le hasard peut également être vu comme la conséquence de phénomènes aléatoires qui, du coup, montrent que tout est calculable par des lois mathématiques. Et enfin, le hasard peut être synonyme de contingence qui, comme je vous l'ai rappelé, est indispensable à la compréhension de la sélection naturelle. Et c'est cette dernière définition qui a été le moins citée par les élèves lors de ces discussions philosophiques. Alors la suite maintenant, puisque cette étude est en cours, c'est de tester l'existence ou non d'une corrélation entre les idées des élèves sur le hasard et leurs pensées plus ou moins évolutionnistes. Comment s'y prendre ? Eh bien, cette fois-ci, pour tester une corrélation, il nous faut un grand échantillon. Qui dit grand échantillon, dit questionnaire avec des questions fermées, complètement fermées, pour que ces tests de corrélation puissent être significatifs.
Il nous faut donc construire un nouvel outil méthodologique, un questionnaire qui va être composé et créé à partir des résultats de la première enquête, mais également des résultats obtenus lors de ces discussions avec ces deux classes. Une phase de test vient ensuite pour vérifier la cohérence du questionnaire à l'aide de tests statistiques appropriés et d'entretiens d'explicitation réalisés avec quelques élèves. Nous sommes aujourd'hui à la fin de cette étape. Le recueil des données est donc prévu pour mai-juin 2016 et nous souhaitons que quelques centaines de collégiens puissent participer à cette enquête. Alors dans quel but tester cette corrélation ? Eh bien pour pouvoir alimenter les formations des enseignants. Car si la corrélation existe réellement, il pourrait être intéressant pour les professionnels d'insister sur le rôle du hasard, mot qui n'existe pas dans les programmes actuels de collège, mais qui apparaît dans les nouveaux programmes des SVT qui seront mis en vigueur à la rentrée 2016. Pour conclure, nous pouvons retenir que certains sujets en sciences, tels que l'évolution, semblent adaptés pour développer le sens critique des élèves et ainsi les engager dans une réflexion personnelle. Dans le climat actuel, nous l'avons dit depuis ce matin, il est important que ces futurs citoyens ne confondent pas ce qui est du registre des faits scientifiques et ce qui appartient au registre des dogmes. Sans pour autant qu'il existe une vérité scientifique, l'enseignement des sciences ne doit pas être dogmatique. Elle se veut s'appuyer sur des savoirs ou des compétences scientifiques, mais s'éloigner de ces dogmes. Les nouvelles orientations de la réforme du collège vont bien dans ce sens. Dans l'introduction des nouveaux programmes du cycle 4, donc ça renvoie au 5e, 4e, 3e, il est mentionné qu'il faut permettre aux élèves de distinguer ce qui relève d'une croyance et ce qui constitue un savoir scientifique, dixit dans le texte. Et également de les permettre de se distancier d'une vision anthropocentrée du monde et ainsi d'adopter une véritable posture scientifique. Cette même introduction insiste sur le fait que la formation de la personne et du citoyen relève de tous les enseignements. Les enseignants sont également invités à introduire de l'histoire des sciences dans leur enseignement pour alimenter cette réflexion. Mais tout cela ne peut pas aller sans une formation sur l'épistémologie de la discipline destinée à toutes les personnes qui participent à la construction d'une culture scientifique chez les élèves, enseignants et médiateurs. Ils ont un rôle complémentaire à jouer sur ces questions sensibles. Ils peuvent être partenaires d'une éducation réussie pour tous. Ils ont les mêmes enjeux, les mêmes objectifs. Seuls les moyens dont ils disposent sont différents. Je vous remercie. Une série de partenaires, un comité d'orientation, un comité de programmation, dans lequel on retrouve bien un petit peu tous les acteurs de la culture scientifique, depuis les représentants de l'université fédérale en passant par les représentants d'institutions